L'attention, on définit ça par la capacité à mobiliser des ressources cognitives sur quelque chose de spécifique et suffisamment longtemps. Là où le TDAH pose problème, c'est cette attention soutenue, cette capacité à rester longtemps sur une tâche. Et en fait, chez les personnes avec un TDAH, elles sont hyper dépendantes à tout ce qui est nouveau, stimulant, attirant. Donc c'est pour ça que les personnes avec un déficit d'attention peuvent avoir du mal à faire des tâches qui sont longues, pas forcément très nouvelles. Il y a très souvent ce que l'on appelle du vagabondage d'esprit. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, prenez bien soin de votre santé. C'est parti pour une nouvelle semaine avec un sujet que l'on n'aborde jamais du point de vue de l'adulte. Mon invité ce matin est le docteur Sébastien Webel. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour, vous êtes médecin psychiatre d'adultes. Vous travaillez au service de psychiatrie et au pôle psychiatrie et santé mentale des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et vous êtes co-auteur du manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention aux éditions Erol. Alors c'est assez récent finalement qu'on aborde cette question depuis du point de vue de l'adulte, puisque ce trouble n'a été identifié chez l'adulte qu'il y a quelques années finalement. C'est ça, effectivement. On connaît maintenant de plus en plus les problèmes. Alors, on parlait d'abord d'hyperactivité chez l'enfant, ces enfants hyper turbulents, impulsifs, qui ne tenaient pas en place. On s'est rendu compte ensuite que c'était pas que un problème d'hyperactivité, mais vraiment un problème d'attention, de maintien de l'attention et de contrôle, d'autocontrôle. Et en fait, on s'est rendu compte maintenant depuis une dizaine d'années, un peu plus, maintenant en France on a un peu de retard, que chez l'adulte, enfin dans une bonne partie des cas, ça persistait à l'âge adulte et que le problème restait important avec des symptômes qui pouvaient changer, qui pouvaient se manifester différemment et qui pouvaient surtout entraîner une grande souffrance ou des difficultés au quotidien. D'accord. Donc pour les enfants, on parle de TDAH. Pour les adultes, c'est ADHD. Non, on parle aussi de TDAH. ADHD, c'est l'acronyme en anglais. C'est Attention Deficit Hyperactivity Disorder et on le traduit en français par TDAH. Donc on parle de TDAH de l'adulte. Et on parle de TDAH aussi chez l'enfant, mais c'est certainement le même trouble en fait qui persiste depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Est-ce que c'est un trouble fréquent ? Alors oui, c'est assez fréquent. Ça touche, alors selon les estimations, c'est entre 2 et 5% des personnes. Alors tout le monde n'a pas la même intensité de symptômes, tout le monde n'a pas le même retentissement. Il y a des personnes chez qui c'est assez limite. Au niveau des symptômes, ça gêne pas tellement dans le fonctionnement. D'autres personnes sont très très gênées par ça. Donc, mais c'est relativement fréquent et ça peut toucher beaucoup de personnes. On a tous certainement des personnes dans notre entourage qui ont ce trouble et qui ne le savent peut-être pas. En fait. Ouais. On avait cette impression, en tout cas c'est ce qui était véhiculé, que les enfants qui souffraient de troubles TDAH, ça disparaissait avec l'âge finalement. Et donc en grandissant, l'hyperactivité disparaissait. C'est ça. On a longtemps pensé que c'était un problème de retard de maturation au niveau du cerveau et que avec la fin de l'adolescence, les choses s'arrangeraient. En fait, c'était parce qu'on avait une vision un peu biaisée. On avait surtout une vision centrée sur l'hyperactivité, le côté turbulent. Et en fait, ce côté turbulent, évidemment, quand on grandit, on a tendance à mieux se contrôler, à avoir plus de capacité à intégrer les règles sociales. Mais les autres dimensions, comme le déficit d'attention, l'impulsivité, persistent vraiment. Et c'est ça qui pose le plus de problèmes chez l'adulte. Alors, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, est-ce que ces adultes hyperactifs ou souffrant du trouble sont des enfants qui sont restés des adultes hyperactifs, ou c'est des gens qui peuvent développer le trouble à l'âge adulte ? Alors, on retrouve très 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 souvent, la plupart des cas, des symptômes pendant l'enfance. Cependant, on n'a pas forcément une souffrance pendant l'enfance. Par exemple, si on a un enfant qui est très motivé pour l'école, qui adore apprendre, qui a des bonnes capacités, qui est dans un milieu favorable, eh bien pendant son enfance, ça peut se passer parfaitement bien. S'il fait suffisamment d'activités physiques par ailleurs, s'il arrive à utiliser son fonctionnement un peu particulier sans difficulté, si l'entourage l'accepte, ça peut se passer bien et les difficultés peuvent survenir plus tard. Ou bien, le plus fréquemment, c'est que les difficultés existaient bien et en fait, elles n'ont pas été identifiées, pas prises en charge. Et donc, du coup, c'est quand ils deviennent adultes, quand des questions de travail se posent, des questions de gestion familiale, que les difficultés surviennent. Donc on a aujourd'hui, en tout cas à notre époque, beaucoup d'adultes qui n'ont jamais été diagnostiqués pendant l'enfance
mais pour des raisons qui sont ce que j'ai expliqué. Mais en réalité, quand on recherche vraiment le fonctionnement pendant l'enfance, on retrouve clairement ces symptômes de TDAH. D'accord, donc ils n'ont pas été diagnostiqués, mais ils n'ont pas développé les troubles une fois adultes. C'était forcément présent, mais pas diagnostiqué. Voilà, c'est ça. Alors, il y a quelques études scientifiques qui viennent un peu questionner ce problème-là. Voilà, c'est encore très discuté, mais on peut retenir que très probablement, les adultes avec un TDAH étaient déjà des enfants qui avaient ce profil. Au moins le profil, pas forcément le trouble au sens où ils en souffraient peut-être pas, mais ils avaient un profil de ce type-là. Est-ce qu'il existe alors j'allais dire des vieilles personnes, mais des personnes de 60 ans ou de 70 ans qui souffrent de ce trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité? Oui, effectivement, on en rencontre de temps en temps. Alors, on les rencontre pour différentes questions. Alors, parfois, ça vient parce qu'ils se rendent compte que leurs enfants, leurs petits-enfants ont tous un TDAH et se posent des questions pour eux-mêmes. Aussi, quand on vieillit, on a parfois plus de difficultés de mémoire, des difficultés d'attention qui se surajoutent au fonctionnement. Certaines personnes ont aussi une espèce d'état d'épuisement avec l'âge. Donc voilà, il faut parfois essayer de comprendre quels sont les facteurs supplémentaires qui peuvent se rajouter, comme des problèmes de sommeil ou des apnées du sommeil qui pourraient vraiment exacerber les symptômes. Mais on a parfois des personnes plutôt âgées qui viennent avec ces difficultés-là. Il faut se rendre compte que, en fait, avoir un TDAH peut être un problème pour avoir un vieillissement des fonctions attentionnelles de la mémoire. Pour avoir un vieillissement un peu de moins bonne qualité. Donc voilà, c'est des choses qui font que certaines personnes consultent. Et c'est vrai que mes collègues neurologues qui s'occupent de consultations de mémoire, où ils voient plutôt des personnes qui ont des troubles cognitifs liés à l'âge, repèrent souvent des personnes âgées âgées ou 70 ans, disons, ou qui se plaignent de leur mémoire, et en fait, on retrouve, de façon très claire, aucun signe pour une maladie. C'est pas Alzheimer. Mais que des signes, et que des signes pour un TDAH qui a toujours existé, mais en fait, les gens ont fait avec comme ils ont pu. Bon, ce TDAH de l'adulte, ça intéresse les spécialistes ou pas du tout? Alors, c'est vrai que c'était un sujet qui était assez peu abordé pendant longtemps. Il y a aussi des questions de méthode et de vision des troubles psychiques qui étaient peut-être majoritaires en France, notamment portées par l'approche psychanalytique, qui ont vraiment pas empoigné cette question de TDAH, voire même l'ont fortement critiqué. Donc c'est vrai qu'en France, on est plutôt avec un retard. Donc, par contre, il y a de plus en plus de spécialistes psychiatres, addictologues ou neurologues qui s'intéressent au sujet, et beaucoup de personnes qui souffrent de ce trouble empoignent cette question et font militent dans des associations, ou bien aussi les médecins généralistes qui repèrent finalement de plus en plus ces patients. Donc plus les gens sont formés, plus les professionnels sont formés, les psychologues aussi, plus ils se rendent compte que ça correspond à ce problème-là. Et en fait, il existe des outils qui sont efficaces, qui permettent de répondre aux besoins de ces personnes. Vous êtes d'accord avec le terme d'ailleurs, parce que souvent en France on a des guerres de termes, mais est-ce que vous êtes d'accord avec TDAH? Alors c'est un terme qui est consensuel. Quand on parle de TDAH, on en parle de façon on sait quoi on parle, avec au niveau scientifique, mais en vrai le terme il est pas très bon en vrai, dans le sens où d'abord c'est pas forcément un déficit d'attention, c'est pas un manque d'attention. L'attention, elle est instable, elle est variable, elle est très dépendante de ce qui est hyper stimulant, nouveau, attirant. Et en fait, c'est pas vraiment un déficit, mais c'est plutôt une attention qu'on a du mal à mobiliser en fonction du contexte. Ensuite, il n'y a pas que le problème d'attention, il y a aussi ce qu'on appelle les fonctions exécutives. C'est tout ce qui nous permet de planifier, organiser, avoir une vision à long terme. Et ça, c'est pas du tout dans le terme, effectivement, TDAH. Cette espèce, ce qu'on appelle la myopie pour le futur, c'est-à-dire cette incapacité à se projeter dans le long terme et par exemple, de percevoir une récompense qui sera tardive, ça demande un effort considérable et ça fait que les personnes sont plus impulsives, on prenne des décisions plus à court terme. Donc ce côté fonction exécutive n'est pas non plus dans le terme. Et ensuite, le mot trouble peut aussi être questionnant. Il y a pas mal de personnes, en fait, qui ont un TDAH, mais qui finalement ont réussi à avoir une vie qui leur plaît sans être gênés forcément. Et parfois, dans le cours de la vie, il y a des périodes où le TDAH peut poser problème et des périodes de la vie où il ne pose pas tant de problèmes que ça. Donc le mot trouble est peut-être un peu discutable. On pourrait plutôt dire des traits ou un type de fonctionnement.
Voilà. Parfois, il faut avoir des mots courts et donc TDAH, ça peut aller plus vite. Donc tout le monde comprend. De votre expérience, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent sous les radars, en fait, et qui finalement sont diagnostiqués à l'âge adulte? Oui, alors il y a beaucoup d'enfants qui sont en souffrance à l'école, qui ne sont pas diagnostiqués, ou bien pour qui le diagnostic est peut-être mal posé. On se focalise beaucoup plus sur d'autres problèmes, du type, par exemple, on peut se focaliser que sur les problèmes de dyslexie, alors que le problème de TDAH est aussi présent. Ou bien on peut dire que c'est un enfant qui n'a pas de motivation, qui veut rien, ou bien c'est la faute des parents. Donc ça, c'est des enfants qui passent sur le radar complètement pour des mauvais diagnostics. Il y a plein de sortes de mauvais diagnostics, mais voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, il y a des enfants qui fonctionnent pas si mal, ou bien voilà, personne ne les emmène consulter, et on s'intéresse pas tellement à pourquoi ils ont des difficultés, alors à l'école, à la maison, dans les clubs sportifs. Et donc du coup, ils passent sous les radars. Et c'est vrai que le diagnostic est assez peu fait en France, hein, vraiment par rapport à d'autres situations dans d'autres pays européens ou ailleurs. Le diagnostic est assez peu fait. Et chez l'adulte, c'est encore plus marqué. Hein. Et donc on a très peu d'adultes qui finalement ont accès à des soins parce qu'il y a quand même assez peu de médecins qui connaissent le trouble. Oui, qui connaissent. Alors vous expliquez dans votre livre que le symptôme d'hyperactivité de l'enfant ne disparaît pas. À l'âge adulte, il peut être intériorisé. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Exactement. Ça veut dire que, en fait, quand on devient adulte, un enfant qui a une vraie hyperactivité avec le trouble de l'attention, il bougera tout le temps, il se lèvera, il se mettra sous sa table, il ne pourra pas tenir en place. Un adulte, il apprend finalement il intériorise ses règles, il a une capacité d'observer, de mieux observer son comportement. Mais donc ça peut être internalisé dans le sens, c'est des personnes qui pourront avoir un flux de pensée permanent, des idées qui tournent tout le temps, ce qui peut avoir un impact pour le sommeil. Par exemple, des personnes qui n'arrivent pas à couper leur cerveau le soir et qui ont une insomnie tous les soirs de plusieurs heures pour trouver le sommeil. Bien, ça peut être un besoin, une tension interne, un besoin de bouger, mais on ne le fait pas. Alors ça peut être, on peut tripoter des objets, ou bien en réunion, au lieu de se lever tout le temps, on peut être celui qui fait le café sans cesse, parce que justement ça permet de faire un petit tour, avoir toujours des bonnes excuses pour marcher, ou bien parfois des personnes ont vraiment un évitement, une peur de faire certaines choses parce que elles savent qu'elles ne supportent pas. Et donc c'est parfois conscient, parfois c'est pas du tout conscient. Ouais. Et vous expliquez également qu'ils ont une présentation qui est combinée du trouble. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, en fait, il y a plusieurs types de présentations dans le sens où il y a des personnes qui ont uniquement un déficit d'attention et ils n'ont pas vraiment cette hyperactivité. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est présent depuis l'enfance. Alors, c'est aussi plus marqué chez les filles, hein, et les filles ont plus souvent sont moins remuantes que les garçons, pour des raisons peut-être biologiques, peut-être pour des raisons sociales, on ne sait pas très bien, mais il y a certainement les deux. Donc, les filles sont souvent moins remuantes et donc elles ont plutôt une forme inattentive, on dit. La forme combinée, c'est la forme où il y a les deux. Il y a à la fois l'hyperactivité et à la fois le déficit d'attention. Et c'est la situation la plus fréquente. Hein. La plupart des cas, dans les 2/3 à 3/4 des cas, il y a une présentation combinée. C'est-à-dire qu'on retrouve à la fois des symptômes de déficit d'attention, de déficit de fonction exécutive, et des symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité. Et qu'est-ce qui amène les gens à consulter à l'âge adulte ? Qu'est-ce qui peut les amener à s'interroger ? Alors, ça peut être différentes choses. Il peut y avoir des difficultés un peu chroniques dans le travail, par exemple, ou bien des étudiants qui viennent parce qu'ils se rendent compte que à l'université, c'est très compliqué de se concentrer, d'être en cours magistral où il y a moins de choses stimulantes et les personnes sont plus en difficulté pour rester focus pour le cours, ou bien où elles ont besoin de plus en plus avoir de tâches où elles doivent s'auto-organiser, planifier à long terme. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles les personnes viennent consulter. Donc des difficultés qui deviennent de plus en plus importantes. Et ça parce que le travail, ou bien les études, génèrent des exigences plus importantes pour, par exemple, la planification, l'organisation, etc. Il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont leurs enfants qui ont été diagnostiqués, et elles se disent mais oui, mais moi j'ai toujours été comme lui depuis que je suis gamin, et je reste aujourd'hui avec ces difficultés. Et en fait, ce qu'elles ont cru quelque chose de normal, eh bien, elles se disent bah oui, en fait, cette souffrance c'est pas juste normal, je peux peut-être me faire aider pour ça. Il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont utilisé toute la stratégie, toute leur énergie pour essayer de compenser, à vérifier sans cesse,
à avoir des listes sans fin de choses pour... Ça fait penser à des TOC quand même, ce que vous racontez. Ouais, alors c'est pas vraiment des TOC, parce que c'est un peu différent, mais c'est des gens qui ont besoin de vérifier, parce qu'elles ont appris, donc elles utilisent un max d'énergie pour faire plein de choses, pour compenser leur TDAH, et en fait, à un moment, elles s'épuisent. Et donc on a beaucoup de situations aussi d'épuisement, de burn-out, où les personnes se rendent compte qu'en fait, ok, elles sont en épuisement, elles n'en peuvent plus de leur vie familiale, de leur vie professionnelle, mais en fait, elles ont toujours eu un fonctionnement qui a toujours été un peu à la limite. On parle de l'attention. L'attention, c'est un terme générique, mais en quoi consiste le trouble de l'attention chez l'adulte ? Alors, l'attention, on définit ça par la capacité à mobiliser des ressources cognitives sur quelque chose de spécifique et suffisamment longtemps. Il y a différentes sortes d'attention. Enfin, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais on a là où le TDAH pose problème, c'est cette attention soutenue, cette capacité à rester longtemps sur une tâche. Et en fait, notre attention est dépendante de plein de choses. On a tous une attention qui est un peu variable. Quand on est fatigué, on arrive moins à se concentrer, on arrive moins à faire des choses. Quand on est stressé, on a tous une attention qui varie dans le temps. Et on est naturellement plus attentif pour des choses nouvelles, stimulantes. Et en fait, chez les personnes avec un TDAH, elles sont hyper dépendantes à tout ce qui est nouveau, stimulant, attirant. Donc, c'est pour ça que les personnes avec un déficit d'attention peuvent avoir du mal à faire des tâches qui sont longues, pas forcément très nouvelles, par exemple lire ou bien se concentrer sur un travail, ne pas faire de faute d'étourderie, avoir une difficulté pour écouter quelqu'un quand il parle. Il y a très souvent ce qu'on appelle du vagabondage d'esprit, c'est-à-dire que les personnes vont penser à autre chose, vont avoir l'esprit qui part ailleurs, dans quelque chose qui leur a attiré l'attention. Ils sont par exemple au restaurant avec un ami, à l'époque on peut le faire, et là ils parlent, et en fait un bruit autour va attirer l'attention, une conversation un peu plus loin, et la personne va complètement décrocher. Alors certaines personnes apprennent des stratégies comme ça pour faire comme si rien ne s'était passé, avec l'impression d'écouter tout en étant ailleurs. Et donc c'est ce qu'on appelle le vagabondage d'esprit. Et donc les personnes décrivent des difficultés de concentration, le fait de faire des fautes d'étourderie tout le temps. Donc c'est tous ces symptômes-là qui définissent les troubles d'attention. Les personnes oublient leurs affaires ou bien passent un temps incroyable pour les retrouver ou des rendez-vous alors même que c'était important pour elles. Et alors, ils oublient leurs affaires et c'est systématique, c'est pas une fois. C'est ça qu'il faut expliquer. Ah oui, exactement. C'est pas le fait d'oublier une fois qui pose problème. C'est vraiment ces personnes qui ont trouble d'attention. Et c'est pas le fait de ne pas être concentré une fois, parce que c'est normal parfois de ne pas être concentré. Mais le fait de le vivre tout le temps, de façon importante, intense, et depuis toujours. C'est ça qui définit finalement les troubles de l'attention. Oui, il y a plein de gens qui nous écoutent ce matin qui peut-être vont se retrouver dans ce que vous êtes en train de raconter, ou qui disent finalement c'est moi. À vous expliquer que la personne TDAH adulte a un problème d'attention qui est sélective en fait. Et dans votre livre, il existe même un test pour pouvoir évaluer cette attention sélective. On peut même le retrouver sur Google, ce test. Oui, alors ça c'est plus une illustration, parce que en fait c'est pas un test qui permet de dire ok vous avez un TDAH ou pas. C'est pour expliquer en fait les différentes sortes d'attention qu'il existe. Alors on donne une illustration sur internet sur comment fonctionne l'attention, mais c'est pas vraiment un test qui permet de diagnostiquer quoi que ce soit. Donc c'est juste plutôt une illustration. Il n'y a pas de test en réalité qui permette de poser un diagnostic de TDAH. Et on peut faire une mesure en fait. C'est parce que en fait l'attention est trop variable en fonction de plein d'éléments du contexte. On pose le diagnostic uniquement à partir d'une évaluation de comment la personne est, comment elle fonctionne, et tout cela au cours de sa vie. Donc il n'y a pas de réel test. Il y a des questionnaires qui peuvent cibler un peu les choses, mais il n'y a pas de mesure objective. En fait, c'est ça qui rend les choses parfois difficiles. Donc ce sont des questionnaires de dépistage, mais qui finalement ne sont pas validés, qui ne permettent pas de poser un diagnostic. C'est ça que ça veut dire? C'est ça. Ils sont validés pour être un dépistage, c'est-à-dire qu'on peut avoir à partir des questionnaires une suspicion ou une orientation diagnostique, mais c'est pas ça qui va faire un diagnostic. Le diagnostic se posera d'abord en retrouvant les différents symptômes, le fonctionnement général et la durée de ces symptômes et le fonctionnement tout au long de la vie, et en essayant aussi de diagnostiquer toutes les choses qui pourraient mieux expliquer le problème. Par exemple, de l'anxiété ou une dépression, ou bien un trouble du sommeil. Donc parfois, il est très utile de voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait mieux expliquer les troubles de l'attention.
Ouais. Les gens de l'extérieur qui les connaissent mal ou peut-être qui les jugent mal ne comprennent pas forcément leur mode de fonctionnement, et de ce fait, ce sont des personnes qui sont amenées à être rejetées parfois. Oui, ça peut commencer très tôt, pendant l'enfance. Donc les enfants qui ils font pas ce qu'on leur demande, par exemple. Et alors on a vite tendance à mettre une intention derrière. Il ne veut pas, il n'est pas motivé, il fait pas d'effort. Ouais. Alors que pour cet enfant, ça demande un effort considérable de réussir à faire quelque chose dont le bénéfice sera que demain. Et cette différence, elle se voit pas, en fait. Et donc, on a vite tendance à donner des intentions. C'est comme si on dit à un enfant qui ne peut pas marcher, qui est paralysé des jambes, mais marche. Il ne marche pas, c'est qu'il n'est pas motivé. C'est un peu ça. Et donc, du coup, ça peut faire plein d'attitudes négatives qui sont envoyées à l'enfant. Tu es nul, tu vaux rien, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le long terme. Ça peut être aussi des enfants qui sont un peu dans la lune, ailleurs, et donc les autres enfants se moquent d'eux et les rejettent. Ils ont parfois du mal à capter tout ce qui se passe autour d'eux, et donc peuvent être en difficulté dans les relations sociales. Et donc ça peut être présent dès l'enfance, avec parfois des conséquences assez considérables sur le développement affectif et l'estime de soi tout au long de la vie. Et on peut retrouver aussi ce type de choses chez les adultes. Voilà, tu n'es pas quelqu'un de fiable, on peut pas te faire confiance, alors que c'est une personne qui voudrait bien faire. Elle connaît la théorie, mais elle n'arrive pas à l'appliquer parce que ses fonctions attentionnelles, ses fonctions exécutives ne fonctionnent pas aussi bien. Elle doit mettre 10 fois plus d'énergie pour arriver au même résultat. Et finalement, c'est normal qu'elle ne peut pas le faire tout le temps. Quelle perception ils ont du temps ? Alors, comme ça, c'est un peu difficile. Parce que vous parlez de l'immédiat, mais est-ce qu'on peut retrouver, par exemple, des personnes qui peuvent être souvent en retard, par exemple, ou Exactement, oui. Donc, c'est des personnes qui ont du mal à anticiper le temps. Elles ont du mal à planifier tout ce qui peut se passer pour arriver à un but. Parce qu'elles ont du mal à se projeter, organiser, planifier les choses. Alors ça peut être une des choses. Donc, les gens sont parfois en retard parce qu'ils oublient que, par exemple, pour aller à un rendez-vous, il y a le trajet, effectivement, le temps qui est donné sur Google Maps. Mais après, il y a le temps de prendre ses affaires, de retrouver toutes les affaires qui sont nécessaires pour partir, d'arriver jusqu'à la voiture, ensuite on a fait le trajet. On a peut-être eu des bouchons et peut-être qu'il a été difficile de planifier, qu'il pourrait y avoir des imprévus sur le trajet, puis trouver une place de parking, puis trouver l'entrée, puis trouver... Vous voyez, donc il y a plein de choses qui peuvent, dans la planification, qui peuvent expliquer le retard. Après, il peut y avoir une autre perception du temps, c'est-à-dire que il y a des gens qui supportent pas, il y a une espèce d'aversion pour l'ennui. Le fait de ne rien faire est insupportable, ça les rend malades. Et donc, du coup, arriver en avance, avec un peu de marge de manœuvre, ça pourrait les stresser. Alors, maintenant, aujourd'hui, avec les téléphones portables, beaucoup de personnes trouvent cette stratégie-là, ils ont leur téléphone et ils s'occupent comme ça. Mais ça peut parfois poser problème. Alors, d'autres personnes n'arrivent jamais en retard. Des personnes avec TDAH n'arrivent jamais en retard parce qu'elles ont appris que c'est tellement compliqué qu'il vaut mieux qu'elles prennent une heure d'avance. Donc, voilà, et qu'elles emmènent un bouquin avec elles. Donc, ça dépend. Et c'est pour ça qu'il existe des stratégies pour faire face, certaines qui sont efficaces, certaines qui le sont moins. Donc, voilà, ça c'est les stratégies de compensation dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Ouais. C'est ça. Alors, avec le téléphone, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très habitué au multitasking. Notre esprit est sollicité en permanence. Il y a toujours une raison de faire autre chose. C'est ça. Alors, c'est vrai que notre mode de vie, l'organisation de notre vie moderne, avec toutes les possibilités de connexion, sont à la fois des outils très utiles, mais peut-être aussi quelque chose qui est très compliqué pour les personnes avec TDAH. Et c'est pour ça qu'il y a plus de souffrance aujourd'hui. On peut voir ça avec tous les réseaux sociaux. C'est une source de distractibilité considérable. On a notre esprit qui peut vite être pris par une notification. Donc, c'est des choses vraiment importantes à apprendre pour les personnes avec TDAH, d'apprendre à gérer ça. Un autre exemple, c'est les emails. Autrefois, avec le courrier, il y avait un espèce de temps qui était nécessaire pour que les choses se passent. Là, tout est immédiat. Dans un email, tout est au même niveau, en fait. On peut avoir un email pour de la pub, pour un spam, pour n'importe quoi. Il y a un email hyper important, tout est dans la même boîte. Et c'est difficile de hiérarchiser les choses. Et pour les personnes qui ont justement cette difficulté de planification, c'est encore plus difficile. Et ça demande un effort assez considérable. Que disent les dernières recherches scientifiques ? On sait que c'est très à la mode sur le cerveau des personnes qui sont atteintes d'un TDAH. Est-ce qu'elles utilisent leur cerveau différemment ? Comme chez l'adulte. Alors, on n'est pas encore capable de dire, ah oui, ça, c'est le cerveau de personne avec TDAH, ça, c'en est d'une personne qui n'a pas. En fait, on voit des types de fonctionnement. Et une des choses les plus caractéristiques qu'on retrouve maintenant, et là, c'est sur disons, c'est là où la recherche s'oriente le plus, c'est qu'il existe, en fait,
dans notre cerveau différents types de réseaux. C'est pas que des zones, c'est des réseaux. Il y a un réseau qui sert, par exemple, à être concentré sur une tâche. Il y a un réseau qui sert à planifier. Il y a un réseau qui sert aussi c'est le réseau qui est associé à la rêverie, le réseau qui est associé à ne rien faire. On appelle ça le réseau par défaut. Et chez une personne avec TDAH, il y a une instabilité entre un réseau et un autre. Normalement, on est dans un réseau ou un autre. Et en fait, chez les personnes TDAH, c'est comme si on switchait, on passait d'un à l'autre beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et du coup, c'est ce qui peut expliquer ces intrusions de pensées non sollicitées, ce vagabondage d'esprit. La personne est dans le réseau attentionnel, puis passe dans le réseau par défaut, celui de la rêverie. Et puis de nouveau dans un autre, puis dans le réseau de la rêverie. Et donc, cette instabilité pourrait expliquer les symptômes du TDAH. Bien. Alors, le traitement chez l'enfant qui a fait beaucoup parler de lui, c'est la Ritaline, entre autres, et chez l'adulte. Alors, la Ritaline, effectivement, c'est un traitement... Alors, Ritaline, c'est une marque, donc le nom de la molécule, c'est méthylphénidate. Donc, c'est sous le nom Ritaline qu'on connaît le mieux, qu'on a le plus parlé. Alors, c'est un vieux médicament qui date des années 50, et même un peu avant, et qui est utilisé depuis très longtemps chez l'enfant, depuis les années 60, 70, avec, c'est sûr, un développement assez considérable ces dernières années, notamment dans les pays anglo-saxons. Donc, c'est un traitement qui est très discuté, parce que le fait de donner des traitements à des enfants peut poser question, effectivement. Mais, en même temps, c'est un traitement qui est particulièrement efficace pour limiter l'intensité des symptômes. C'est un traitement qui est plutôt bien toléré. Alors, chez l'enfant, il peut y avoir certains problèmes, notamment par rapport à la croissance. Les enfants ont moins faim, donc ils peuvent grandir moins vite, donc il faut être assez attentif par rapport à ça. C'est un traitement qui est efficace chez l'enfant, mais chez l'adulte aussi. Et chez l'adulte, chez les personnes qui ont des symptômes qui sont gênants au quotidien, c'est certainement le traitement qui aide le plus vite à changer quelque chose. Les 80% des gens sont aidés par ce traitement. Et il y a maintenant beaucoup de recul pour penser que c'est un traitement qui n'a pas de conséquences dangereuses sur le long terme. Alors vous expliquez dans le livre que la prise en charge médicamenteuse repose sur deux types de traitements. Il y a les psychostimulants et les non psychostimulants. Sur quoi agissent les psychostimulants ? Alors, les psychostimulants, c'est la famille de la Ritaline, donc le méthylphénidate, cette molécule dont on vient de parler. Oui. On appelle ça psychostimulant parce que c'est historique, mais le but chez une personne qui prend ce traitement pour son TDAH n'est pas d'être forcément stimulé, n'est pas forcément d'être énervé ou agité ou hyper activé. C'est le but, au contraire, c'est plutôt d'aider les gens à être plus posés, plus à ce qu'ils sont en train de faire. Donc au niveau du cerveau, ça agit sur certains neurotransmetteurs. Alors, il y en a deux sur lesquels il y a une action. C'est la dopamine. C'est le neurotransmetteur qui est impliqué dans ce qui est sensibilité à la récompense, la capacité à avoir de la motivation. Et il y a l'autre neurotransmetteur qui est la noradrénaline, qui est un neurotransmetteur qui est plutôt impliqué dans tout ce qui est attention, filtre des choses qui sont non appropriées. C'est un peu le filtre de tout ce qui nous perturbe quand on est concentré sur quelque chose. Donc en fait, le médicament va faire en sorte que ces deux neurotransmetteurs vont être plus stables dans le temps, plus actifs. Ça va pas faire de pics de ces neurotransmetteurs, mais ça va aider le cerveau à les utiliser mieux, si on veut. C'est vrai que certains produits, des drogues, agissent sur ces mêmes neurotransmetteurs. D'ailleurs, la plupart des drogues agissent sur la dopamine. Mais là, de façon très différente, ça fait des espèces de pics, de grands relargages qui font l'effet des drogues. Le traitement, là, c'est différent. Ça agit sur les mêmes neurotransmetteurs, mais ça change un peu le tonus de base et ça permet de diminuer les symptômes. Leïla, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Leïla. Alors, je vous écoute avec beaucoup d'attention depuis ce matin. Et moi, donc, j'ai mon fils qui est atteint d'un TDAH, mon fils de 8 ans. Le TDAH a été confirmé depuis septembre de l'année dernière, mais c'est un combat depuis à peu près 2-3 ans. Ça fait depuis l'âge de 6 ans que j'en ai sûr qu'il a quelque chose. Donc moi j'avais une question au docteur par rapport à ça. Moi je le vois, ça a été très difficile pour moi de le faire notifier et d'être sûr que c'était ça. Enfin j'ai dû vraiment voir plein de médecins, des psychomotriciennes. Je vous laisse
détaille pas tous les médecins que j'ai dû voir pour vraiment confirmer. Mais j'avais une question vraiment. Ce que je comprends pas, c'est que ce combat-là, moi, je l'ai fait. J'ai eu la chance d'avoir une très bonne école. C'est l'école à mon fils qui m'a aiguillée quand il est rentré en CP parce qu'effectivement, il n'arrivait même pas à s'asseoir sur une chaise. Et du coup, c'est la maîtresse qui m'a dit, il faut vraiment qu'on puisse voir ce qu'il a parce que c'était ingérable. Mais moi, j'ai vraiment une question. Je me demande pourquoi, en fait, on n'a pas ces petites billes, nous, les parents, pour vraiment nous aider à dire, bon, bah là, faut que tu ailles voir un psychologue, là, il faut que tu fasses ça, là, faut que tu fasses ça. Moi, je vous dis, j'ai la chance d'avoir une école, mais je me suis vraiment démerdée toute seule. Alors, j'ai la chance d'avoir ce côté où je peux me débrouiller. Je regardais beaucoup sur Internet, je demandais des avis à des proches, mais je trouve que c'est dommage qu'en France, on n'ait pas... J'ai l'impression que c'est limite un trou un peu tabou. Je vous parle de ma sensation et mon vécu, hein. Vraiment, je trouve que ça a été très compliqué pour moi d'acter, de savoir vraiment réellement ce que c'était. Et on savait que c'était un trouble lié au comportement. Mais voilà, je me demande pourquoi en France, toutes ces billes-là, on nous aide pas, nous les parents, on nous dit pas, bon voilà, faut faire ça, ça, ça. Et je pense qu'il y en a réellement beaucoup. Et beaucoup, les parents ne font pas peut-être tout le nécessaire parce qu'ils sont pas aidés et ils disent, bon, ben, quand il grandira, parce que souvent on a le droit, moi j'ai eu le droit à ça, hein, quand il grandira, ça ira mieux. Et en fait, effectivement, pas du tout, parce que l'hyperactivité, moi je le vois quand il était en maternelle, je m'en rendais pas compte, mais en primaire, effectivement, ça se voyait encore plus. Et je sais qu'avec le temps, si j'avais pas fait le nécessaire dès maintenant, je le vois, c'est au quotidien. Alors attendez, on va poser. On n'est pas assez bilan en fait. Ouais, alors on va poser la question au docteur Sébastien Webel, Leïla, si vous voulez bien, docteur. Oui, bonjour Léa. Alors effectivement, ce que vous racontez, c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent et traversent. Alors moi, je le vois, je prends pas en charge les enfants parce que ma formation c'est de travailler avec des adultes, mais j'entends des parents qui viennent me consulter pour eux-mêmes et qui décrivent ça pour leurs enfants, mais aussi des enfants qui sont devenus adultes et qui racontent le parcours très chaotique ou pas clair pour arriver jusqu'à un diagnostic, une prise en charge, quelque chose qui aide vraiment. Et oui, alors il y a vraiment un problème encore en France de prise en charge, d'orientation des familles. Et souvent, ça dépend beaucoup des personnes sur qui on tombe. Alors parfois, est-ce que les enseignants sont suffisamment formés ? Encore pas tout à fait le cas. Et donc, parfois, on tombe sur des personnes qui comprennent bien parce qu'elles sont intéressées par ça. Et donc, elles guident. Et c'est vrai que c'est difficile de se retrouver dans psychomotricien, psychologue, psychiatre, pédopsychiatre. Enfin, voilà, on n'a pas forcément des informations très claires. Alors, effectivement, c'est un énorme chantier et donc les choses changent doucement. Il faut le dire, il y a des choses qui changent doucement, que ce soit au niveau de l'école, trop lentement, je pense, mais ça change doucement au niveau aussi du nombre de personnes qui connaissent le TDAH. Ça bouge doucement. Mais certainement pour les personnes qui sont en plein dedans, c'est bien trop lent encore. Et je suis tout à fait au clair là-dessus. Donc c'est vrai que c'est pour ça que notre bouquin était aussi un peu pour ça. Alors nous, on a plutôt le focus sur les adultes pour expliquer ce que c'est que les différentes choses, les différents spécialistes, quand il faut y penser à quoi, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les autres diagnostics qu'on donne au potentiel, dyspraxie, dyslexie. On a du mal à s'y retrouver. Et donc l'objectif de ce livre, c'était du point de vue des adultes, c'est ça. Mais il existe aussi des livres qui expliquent ça pour les enfants. Oui. Même si tous les enfants ne sont pas hyperactifs non plus, quand même. Hein. Oui, effectivement. Leïla, si je comprends bien, votre enfant avait vraiment ce problème d'hyperactivité assez tôt, finalement, avec. Oui, très tôt. Mon enfant, pendant la maternelle. Moi, j'ai eu le droit, vous savez, et c'est un grand prématuré. Alors, j'avais le droit, quand il était en maternelle, c'est un grand prématuré, donc c'est normal. Voilà. Enfin, j'ai eu le droit à tellement de choses. Je me suis dit, bon, effectivement, c'est mon premier enfant. Moi, je pensais que il y a certains médecins qui disaient qu'effectivement c'est normal, c'est un grand prématuré, et en fait, mais pas du tout. En fait, c'était pas du tout normal. À partir du moment où j'ai vu quand il est rentré en CP que je vous dis, il ne pouvait même pas s'asseoir sur la chaise et rester ne serait-ce que même un quart d'heure à concentrer. Je me suis dit que non. Et même les devoirs, c'est infernal. C'est vraiment très 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 très, très dur à cet âge-là il a du mal à se concentrer. Mais alors après, moi j'ai une deuxième question, si je peux me permettre, parce que c'est vrai que vraiment c'est un sujet qui me touche beaucoup. Moi, alors je suis vraiment dans une optique avec mon fils pour l'instant, vraiment une optique naturelle. Donc je vois un médecin vraiment qui lui donne des compléments naturels et je me renseigne beaucoup. Alors on m'a parlé de neurofeedback. Donc j'ai regardé et je me suis renseignée. Je vais commencer donc ça pour mon fils et je voulais avoir votre avis par rapport à ça, Ce sont des électrodes, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Alors tiens, c'est intéressant d'avoir l'avis d'un psychiatre justement
docteur Webel? Alors, je peux expliquer rapidement ce que c'est que le neurofeedback. Le neurofeedback, c'est comme si on faisait un espèce d'entraînement cognitif, un espèce d'entraînement mental. Et en fait, la personne, au lieu de voir ses performances en termes de, d'être attentif suffisamment longtemps, on lui mesure en fait l'activité de son cerveau et on lui montre de façon un peu symbolique, un petit jeu vidéo par exemple, et on fait des séances d'entraînement comme ça. Alors, pour l'efficacité de cette technique, alors c'est une technique qui a été développée de façon scientifique, avec vraiment des choses qui ont été évaluées de façon fiable. C'est une technique, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas complètement sûr que ça marche. On pense que chez l'enfant, ça pourrait apporter un plus. On pense que chez l'adulte, il y a moins d'arguments solides chez l'adulte. C'est encore très discuté. C'est vraiment des techniques qui sont en cours de développement. Oui, si je peux me permettre, quand on regarde les études scientifiques qui ont été faites au Canada, parce que ça a été fait par là-bas, quand on regarde les études scientifiques, ils l'ont fait sur des enfants TDAH, ça a fonctionné. Donc c'est pour ça que moi je me pose la question pourquoi du coup j'ai l'impression après je vous donne mon avis, docteur, mais j'ai l'impression qu'en France quand on parle de choses naturelles, à partir du moment où c'est pas des médicaments, c'est très tabou. Je trouve que le naturel en France, c'est tabou, alors que dans les pays anglo-saxons, moi je le vois, je me suis beaucoup renseignée sur ça, c'est des choses qu'ils font, au Canada ou même en Amérique, il y a même des hôpitaux qui font que du neurofeedback et apparemment ça marche. Donc je me demande pourquoi des choses, parce que c'est pas des choses aussi complexes en plus à mettre en place. Pourquoi on a la facilité de dire moi je lui donne la Ritaline ou je lui donne ça, alors qu'effectivement on peut éviter les traitements médicamenteux et leur faire des séances de neurofeedback. Alors Leïla, vous avez posé la question au docteur qui commençait à vous répondre. Donc vous disiez, docteur, que finalement sur l'efficacité sur les enfants, ça n'a pas été complètement prouvé. C'est ça que vous êtes en train de dire? Alors c'est compliqué à prouver parce qu'en fait on ne sait pas. C'est difficile de faire vraiment un test pour savoir comment va évoluer l'enfant comparé avec deux groupes. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors je pense pas qu'il faut opposer les différentes stratégies. Et c'est pas un ou l'autre. Je pense qu'il faut vraiment voir les choses de façon globale et essayer de proposer différentes choses de façon conjointe. Alors, le neurofeedback, c'est pas quelque chose de simple à mettre en œuvre. Ça demande de nombreuses séances. C'est très fatigant pour les enfants parce qu'il faut le répéter plusieurs fois par semaine. Et chez les enfants qui ont parfois plein d'autres rendez-vous pour la dyslexie ou d'autres choses, ou pour de psychomotricité, des rééducations, c'est quelque chose de pas tout simple. Et l'efficacité vient pas tout de suite. Je pense qu'il ne faut pas mettre les choses un est mieux que l'autre. Les traitements en efficacité c'est plus rapide. On sait qu'il marche, on sait que c'est efficace parce que ça peut plus facilement se tester contre un placebo en fait. Et donc on a vraiment des données maintenant très robustes sur le fait que à court terme, pour améliorer les enfants, ça aide. Après, il est clair que ça ne suffit pas. Et le traitement peut être une option. Les approches d'aménagement scolaire sont hyper importantes. Tout l'apprentissage qu'on peut faire pour les personnes, pour apprendre pour leurs parents, pour les enfants en fonction de leur âge, à mieux gérer leur instabilité motrice, à mieux gérer leur impulsivité, à motiver les enfants à être dans une attitude positive par rapport à leurs difficultés, ne pas les engueuler quand ils n'arrivent pas à se concentrer, par exemple, et trouver d'autres stratégies. Ça, c'est des choses hyper importantes. Et le médicament n'est qu'une option parmi plein d'autres, en fait. Bien. Et donc, le neurofeedback peut être une possibilité. Si c'est disponible, j'encourage à essayer de voir, de demander des avis. Et mais c'est pas forcément quelque chose de très simple non plus. Il faut se dire que c'est pas tout à fait simple. Bien. Voilà Leïla, merci de votre appel. La prise en charge médicamenteuse est obligatoire à quel moment en fait? Alors elle n'est jamais obligatoire. On discute de cette option-là quand le retentissement est sévère, quand les gens sont vraiment au bout de ce qu'ils ont essayé de faire. Souvent, quand nous les adultes qu'on rencontre, les personnes ont déjà essayé plein de choses. Vraiment, elles ont essayé plein de choses avant. Souvent, elles ont essayé de s'aider elles-mêmes en essayant de faire différemment. Souvent, elles ont consulté des psychologues, des coachs. Voilà. Et souvent, quand elles arrivent jusqu'à chez nous, elles ont déjà essayé beaucoup. Il y a un long parcours. Il y a une longue errance. C'est ça, une errance ou bien parfois, les gens hésitent. Donc, il y a plein de choses et parfois on les renvoie d'un truc à l'autre. Donc, et il y a aussi le temps qui fait que, à force, les choses deviennent parfois sont plus compliquées. Et donc on réfléchit aussi en fonction de ça, de tout ce qui a déjà mis en place auparavant. Et donc, on propose un traitement quand les gens sont dans cette situation un peu d'épuisement, quand il y a vraiment un retentissement important, quand les gens se mettent en danger. Par exemple, avec la conduite automobile, par exemple, parce que là, ça peut être un danger immédiat.
quand il y a des problématiques aussi associées de dépression chronique ou bien des problèmes parfois de difficulté à gérer l'usage de substances. Parfois les personnes ne prennent pas de médicaments, mais elles prennent des psychotropes parce que sinon c'est impossible. Les personnes prennent juste du cannabis parce qu'elles n'arrivent pas à dormir, sinon elles prennent du cannabis parce que sinon elles sont comme une pile électrique. Et donc là, ça peut être utile de discuter d'un traitement qui pourrait aider à diminuer les symptômes pour pouvoir passer à autre chose au niveau des consommations. Vous avez parlé, vous avez parlé des traitements, de leur action sur la dopamine et sur la noradrénaline tout à l'heure, mais est-ce que ça guérit le trouble? Quel impact ça a sur le trouble? Alors, ça ne guérit pas le trouble, ça diminue l'impact en termes de symptômes. En fait. Ça ne guérit pas le trouble. En fait, les personnes restent avec ce profil-là. Ouais. Mais, par contre, le fait de diminuer un peu les symptômes permet d'apprendre peu à peu à mieux les contrôler, à mieux gérer certains aspects de son fonctionnement. Et donc, on a pas mal de personnes qui prennent un traitement pendant une période, et en fait, avec le temps, elles apprennent des stratégies, elles regagnent un peu confiance en elles arrivent de nouveau à prendre avoir un peu de marge de manœuvre, et du coup elles prennent le traitement qu'une durée donnée, et après elles arrivent à faire sans. D'autres personnes trouvent que le traitement aide tellement dans leur vie quotidienne qu'ils décident de prendre sur le long terme, et c'est tout à fait possible aussi. Alors votre guide est aussi un guide qui s'adresse aux proches d'un TDAH et qui vit avec, parce que vous expliquez que l'entourage fait partie de la solution. Exactement. Alors parfois, l'entourage souffre beaucoup plus que les personnes elles-mêmes. En tout cas, ressent beaucoup plus les problèmes, parce que dans la vie de famille, ça peut être compliqué. Quelqu'un d'impulsif, qui a des moments de colère intense, quelqu'un à qui il faut compenser tout le temps. Il faut faire derrière lui ou stimuler tout le temps. Ça peut être un point important pour une famille, pour le conjoint, pour les enfants. Et donc, c'est aussi important de prendre soin de la famille, parce que la famille peut aussi être une source de motivation pour changer. Ça peut être aussi un conjoint peut aider quelqu'un à changer, de trouver des moyens de faire face à certaines difficultés, répartir les rôles de façon différente en fonction des forces de chacun, être une sorte de coach aussi au quotidien pour certaines choses. Donc c'est important que les familles comprennent aussi, pour faire les choses de façon positive, moins jugeante, moins stigmatisante, pour que les personnes progressent, et que tout leur entourage progresse avec eux, en fait. Donc c'est aussi important le rôle des associations de parents, des associations de patients, comme Hyper Super ou bien TDAH Partout Pareil, qui sont des grandes associations qui en France qui essaient de faire la promotion des soins, de la meilleure connaissance du trouble. Donc, voilà, c'est vraiment important de s'occuper des familles, parce que souvent c'est elles qui souffrent. Oui. D'ailleurs, dans le guide, pour répondre à Leïla, vous parlez aussi des traitements qui sont des alternatives non médicamenteuses. Donc voilà, il y a tout. Tout à fait. Tout à fait. Ce sont des stratégies. Vous expliquez qu'en fait, ce sont des stratégies à mettre en place. C'est ça. Donc les traitements non médicamenteux pour lesquels il y a vraiment une preuve d'efficacité, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. C'est-à-dire qu'on apprend aux personnes à comprendre comment elles fonctionnent, et on trouve des trucs qui sont efficaces. Parce que tous les bons conseils ne marchent pas. Il y a des bons conseils qui en fait ne servent pas du tout, parce que les gens ils ont un TDAH et justement ça marche pas. Et donc il est utile de bien connaître le trouble pour pouvoir donner les bons conseils. Et ça c'est parfois, il faut parfois des professionnels qui peuvent faire ça. Et donc il y a toute cette approche qui s'appelle les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont des choses utiles et importantes. Mais à partir de quel âge on peut y avoir recours? Alors, quand les enfants sont plutôt petits, c'est difficile de le faire avec les enfants eux-mêmes, c'est souvent avec les parents. Et les parents qui mettent en place un environnement spécifique à la maison, à l'école aussi, pour que les choses changent. Donc, chez un petit enfant, c'est compliqué de mettre en œuvre ce genre de choses, mais une fois que l'enfant grandit, on peut lui apprendre certaines choses. On peut, ça dépend de l'âge de l'enfant, et chez un adolescent, par exemple, il peut tout à fait avoir ce type de traitement. Ensuite, à côté de ces thérapies cognitivo-comportementales, il y a d'autres approches. On a parlé du neurofeedback, il y a toutes les questions autour de l'hygiène de vie, le sommeil de bonne qualité, qui sont importantes. L'activité physique aussi, le faire avoir une activité physique régulière, de pouvoir dépenser son énergie, ça c'est du bon sens, mais aussi avoir l'occasion de déconnecter de certaines choses du stress du quotidien. C'est des choses qui sont
certainement extrêmement utile chez l'enfant comme chez l'adulte, une activité physique régulière. Et voilà, ça c'est les thérapies les plus importantes. Après, il y a d'autres thérapies qui peuvent être intéressantes, d'autres approches non médicamenteuses. Donc, je pense par exemple aux approches relaxation, méditation de pleine conscience, qui commencent à se développer aussi pour apprendre à mieux observer son attention, mieux observer son flux de pensée et arriver à mieux prendre le contrôle dessus. Ouais. Vous êtes pour la psychoéducation, comme vous le dites dans votre guide. En tout cas, c'est passionnant hein, pour les parents qui nous écoutent, les adultes qui nous écoutent, qui peut-être se sont reconnus un petit peu dans les symptômes que vous avez indiqués ce matin, et puis pour les professionnels, puisque pour l'instant, c'est un sujet qui émerge. Hein. Donc, vous publiez, je rappelle, le manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention aux éditions Erol. Hein. Vous êtes co-auteur de ce manuel. On va citer vos co-auteurs, si vous voulez bien, Dr Webel. Oui, c'est Martin Dessay qui travaille en Belgique et Nader Pérou qui travaille à Genève en Suisse. Voilà. Genève là aussi, qui est en pointe hein, sur le trouble. Tout à fait, oui. Il y a beaucoup de choses qui sont faites là-bas. J'y ai travaillé un moment aussi, donc voilà. D'où votre intérêt. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin, docteur Sébastien Webel, depuis Strasbourg. Moi, je vous remercie pour l'émission. Merci, avec beaucoup de plaisir. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Et puis demain, nous parlerons de l'infidélité avec Nadia El Bouga. Où commence l'infidélité? Soyez avec nous entre 9h et 10h.